Merci beaucoup, René, pour cette introduction. Je suis toujours le directeur du NT2 qui continue, bon an, mal an, à fonctionner. Ce que je ne suis plus, c'est le directeur du Centre de recherche Figura, parce Oui. qu'avec la chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques, je ne pouvais pas avoir un poste administratif officiel reconnu par l'université. Donc, je termine cette année, c'est la dernière année d'ailleurs de la chaire de recherche. Donc, écoutez, merci de m'avoir invité. Merci Jean-Marc qui n'est pas là ce matin. C'est ça, il m'a quand même averti. On s'est vu un peu plus tôt cette semaine pour les États généraux en études québécoises organisés par le CRIL. Donc, je savais qu'il était vraisemblablement requis ce matin. Je ne vous parle pas de Montréal, je vous parle de Vancouver parce que le hasard veut que je sois à Vancouver aujourd'hui. Donc, entre Philippe et moi, il y a 9 heures de différence. Ça peut faire partie de ces tromperies, de ces détournements auxquels nous parlons. J'ai écrit un texte, heureusement, là, donc des fois, je fais des présentations. Dans ce cas-ci, j'avais le goût de dire, donc j'ai repris un exemple sur lequel j'avais déjà travaillé, mais sinon, j'essaie de brosser en fonction des travaux qui sont les miens ces derniers mois, une réflexion sur l'économie de l'attention. J'ai intitulé ça « Pister, dépister, détourner l'économie de l'attention en culture numérique », en prise 2, parce qu'il y a eu une prise 1 pas plus tard que le mois dernier. Voilà. Nous vivons entourés de fictions et d'écrans, de fictions diffusées par des écrans. Ce sont des fictions, en ce sens que les valeurs de vérité de ces images, récits et textes qui nous entourent et que nous consommons ne peuvent être établies de façon assurée. Tant qu'elles restent dans le flux qui les voit apparaître, tant qu'elles se succèdent à ce rythme trépidant que nous leur connaissons, elles échappent à tout contrôle, à toute vérification. Bien entendu, nous pouvons extraire une information de son contexte et l'examiner dans son rapport référentiel, stopper la machine en quelque sorte pour en vérifier le fonctionnement. Mais nous ne le faisons que sporadiquement lorsque pressés par une incohérence ou une urgence quelconque. En culture de l'écran, la feintise, telle qu'elle a été définie il y a très longtemps par Jean-Marie Schaeffer, donc la feintise n'est plus une convention partagée, mais une modalité fondamentale de notre être au monde. Une des composantes essentielles de cette interface que notre imaginaire déploie. Nous faisons semblant de croire à la vérité de ce que les écrans diffusent, sachant qu'à défaut d'être authentiques, ces récits ont l'avantage d'être partagés et de nous servir de référence commune. Ils permettent de tisser des liens, malgré tout, d'assurer une intercommunication, de meubler cette interface qui nous lie, mais sans pour autant être véridique. C'est un peu le type de démonstration que j'ai essayé de faire ce matin ou cet après-midi, tout dépendant. Pour moi, ici, le soleil ne s'est même pas encore levé, imaginez. Dans le cadre de cette séance du séminaire consacrée aux frictions de la fiction, je reprends votre titre, « Stratégie de tromperie en littérature et dans les pratiques culturelles », je m'arrêterai sur 3 exemples qui exploitent le réseau Internet afin de construire des fictions qui doivent se lire sur le mode du soupçon, d'une certaine forme de suspens de l'engagement. Donc, en ce moment, je revendique cette notion. Contrepartie contemporaine du suspens du doute, vous le savez, de suspension of disbelief, défini par Coleridge il y a très longtemps maintenant. Le premier exemple représente une fiction qui se sert du réseau pour assurer l'authenticité d'un fait imaginaire. Le deuxième exemple apparaît comme une stratégie énonciative qui se déploie sur le réseau en se servant de sa valeur d'authentification spontanée pour établir la vérité de faits imaginaires. Quant au troisième exemple, c'est une fiction qui prend place sur l'une des plateformes du réseau et qui vient le parasiter en animant une communauté imaginaire. Donc, 3 exemples fort différents que je vais essayer bien sûr de lier. Une supercherie, une corruption et une subversion. Ce que je présente ici constitue la seconde partie d'une réflexion qui porte sur la question de la surveillance, du biopouvoir et des formes de contrôle, contrôle de soi, de l'attention, plus précisément, de l'autonomie. Dans un premier temps, exploitant, et c'était à Rennes à la fin du mois de septembre et au début du mois d'octobre, un colloque qui chevauchait les 2 mois, donc exploitant l'imaginaire de la sentinelle, issu du roman de l'écrivaine française Chloé Delhomme, « J'habite dans la télévision », j'ai entrepris de décrire et de saisir la pulsion de recherche propre à l'ère numérique en m'intéressant à la manière dont les pratiques artistiques, littéraires et culturelles reflètent et déjouent cette omniprésence technologique. Internet et les moteurs de recherche qui en gèrent l'accès se déploient dans une économie où l'attention
est devenue une monnaie d'échange et où la requête s'impose comme le principal processus de découverte du monde. Pour une écologie de l'attention, paru en 2014, Yves Citon explique que l'attention est une nouvelle forme de capital, et je le cite donc, dont la circulation, la distribution, l'accaparement et l'investissement révèlent bel et bien d'une économie, avec ses mécanismes de production, d'accumulation, de financement, de mise en concurrence et d'exploitation. En regard d'une telle économie de l'attention, on comprend que le statut des pages, des sites et des textes que nous lisons à l'écran devient une information cruciale qui détermine des formes d'engagement ou encore de désengagement. Ce qui apparaît à l'écran n'est pas vrai du fait d'apparaître à l'écran. Évidemment, raisonnement tautologique par excellence. Mais bien parce que des sources viennent authentifier ce qui est dit, une intertextualité et une interdiscursivité viennent valider ce qui a été avancé. Or, bien souvent, comme nous le dit Anna Caterina Dalmasso, l'écran de l'ordinateur est une fenêtre qui fait écran, une fenêtre qui montre tout autant qu'elle ne cache. Alors, les supercheries sont d'ailleurs légion sur Internet. Tel site, par exemple celui-ci, propose de générer gratuitement des noms et des identités sur un mode aléatoire. Tel autre projet artistique que René connaît bien parce que j'ai longtemps travaillé sur ce projet, tel autre projet artistique se présente comme un site personnel dont le titulaire, David Still, est prêt à servir de prête-nom à tout internaute qui en fait la demande. Les plateformes de réseaux sociaux hébergent des projets en grande partie fictionnels, produits notamment à l'aide de générateurs de texte. Alors, il y en a énormément, évidemment, il y a les Twitter bots et les chatbots sur Twitter, mais aussi, pensons à Un monde incertain, le texte de Jean-Pierre, enfin, le projet de générateur de texte de Jean-Pierre Balp sur Facebook. Les pseudos, les avatars et les constructions imaginaires abondent, qui font du réseau un environnement où les identités flux se déploient sans contrainte. À mon premier exemple, appelons ça la tromperie en acte. Un vieil exemple, il date de 2005. C'est intéressant. L'auteur américain Bret Easton Ellis a bien compris les supercheries auxquelles Internet pouvait donner lieu et il en a tiré profit dans le cadre de la publication de son roman de 2005, Lunar Park. Excellent roman par ailleurs. Ce texte, comme j'ai déjà pu l'expliquer ailleurs parce que je me suis beaucoup intéressé à ce texte, exploite le spectre complet de la fiction, depuis la fictionnalisation minimale de l'autofiction, puis la fiction assumée du roman de mœurs, jusqu'à la fiction ontologiquement surchargée du roman d'horreur. Donc, de l'autofiction au roman d'horreur, l'éventail, il est complet, le spectre est large. La mise en fiction y est graduelle, exploitant une stratification des niveaux de représentation et une multiplication des métalepses. Internet, en tant que fenêtre qui fait écran, s'insère dans ce processus comme une véritable pièce à conviction. Alors, les premières pages de Lunar Park se donnent à lire sur le mode de l'autofiction. On suit donc la descente aux enfers de Bret Easton Ellis à la suite de la parution de American Psycho, puis de Glamorama. L'auteur, en fait, vraiment ne cache rien. C'est vraiment à cœur ouvert qu'il se livre. Ses abus d'alcool et de drogue, sa sexualité débridée, ses ruptures, son égocentrisme, ses tendances suicidaires. Le fond du baril est atteint quand il tente enfin de rejoindre Jane Dennis, la mère de son enfant, qu'il aurait quitté sans arrière-pensée quelques années plus tôt. Alors, la présence importante de noms connus, de Barbara Walters à Oprah Winfrey à William F. Buckley, de même que de James McInerney, son grand ami, semble attester l'authenticité de ce récit de descente aux enfers. L'apparition de Jane Dennis apparaît cependant comme un premier moment de dissonance. Qui est Jane Dennis? Mais une vérification rapide sur Internet, ce que j'avais fait, nous confirme que cette femme existe bel et bien. Hein, vous la voyez donc là sur son site. Elle avait un site perso, on était en 2005 avant que Facebook, la déferlante Facebook élimine tous les sites perso. C'est donc Jane Dennis, c'est une actrice et sur son site web, on la voit sur un tapis rouge en robe de gala. On la voit aussi, désolé, on la voit aussi photographiée par des journalistes en plan américain avec Keanu Reeves, l'acteur évidemment à ce moment-là de Matrix, avec qui elle aurait eu une liaison. Ses principaux films incluent, là, on a même droit en fait
Donc, on a le droit à sa biographie, ses fact files et sa filmographie. Ses principaux films incluent The Backroom Deal en 1988, The Mysteries of Pittsburgh, 93, Something Blue, 2004. Donc, on a vraiment droit à une supercherie savamment montée. Évidemment, la première impression est celle d'un site perso sans grande surprise qui vient confirmer la validité des propos de Bret Easton Ellis. Il s'agit pourtant d'une supercherie qu'une lecture attentive du site permet de découvrir. En testant tous les hyperliens du site, on rejoint une page qui affirme, et je vous la lis, « This is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents either are the product of the author's imagination or are used fictitiously. » Moi, j'aime bien le « used fictitiously. Any resemblance to actual events, locales, or persons, living or dead, is entirely coincidental. Le disclaimer usuel des romans, notamment des fictions politiques ou policières ou encore des thrillers internationaux où, par la force des choses, on reconnaît des personnages connus. Elle s'est amusée à brouiller les frontières entre le réel et la fiction, se servant d'Internet comme d'un écran. Jane Dennis est une invention et son site web est un leurre. Une illusion d'autant plus efficace qu'elle se sert délibérément de l'écran et de ses capacités de feintise. Mais ce leurre assure à Lunar Park son statut initial d'autofiction, tablant sur la complémentarité authentifiante des sources. Le romancier a choisi de profiter de la tendance actuelle à la médiatisation du réel et d'en exploiter les possibilités à des fins romanesques. Le soupçon, dans ce cas-ci, élevé, signe que le trompe-l'œil a été efficace. Et voici deux des textes qu'on trouve. Dans le roman, alors regardez comment il va jouer sur le jeu de l'impossibilité d'authentifier certains des faits. This is, nous dit-il dans le roman, page 39-40, ostensibly a true story. No research was involved in the writing of this book. On voit là tout à coup la contradiction presque apparente. Regardless of how horrible the events described here might seem, il y a des fantômes, des monstres et tout, là. There is one thing you must remember as you hold this book in your hands. All of it really happened. Every word is true. Évidemment, Jane Dennis nous dit qu'on n'est pas là partout. Alors, sur le site web, dans une entrevue sur le site personnel de Ellis, I don't want to have to clarify which things are autobiographical and which things are less so, l'atténuation. But it is by far the truest. Tout à coup, on ne sait plus vrai, c'est véridique, ça ressemble à la vérité. It's the truest book I've written in terms of the majority et pas tous les événements, that happened. It's up to each reader to decide how much of Lunar Park actually occurred. Donc, on voit très bien comment la fiction, la feintise n'est plus du côté du texte, mais bel et bien du côté du lecteur, du côté de celui qui navigue sur Internet. C'est à nous de décider, c'est à nous, l'idée d'un suspendre l'engagement ou encore d'une logique du soupçon dans laquelle on serait est totalement exploitée. Moi, je trouve cette phrase, c'était un morceau d'anthologie sur les possibilités de la fiction. Alors, deuxième exemple, ça empire, vous allez voir, mais on part de Ellis à Trump. J'avais le goût de vous dire, on en a fini enfin avec Trump, mais pas du tout, on n'en a vraiment pas fini. Et je pense que sa potion, en effet, va continuer à être vraiment très, très dure à avaler. Donc, deuxième exemple, ce que j'ai appelé la potion POTUS, donc évidemment pour President of the United States. C'est aussi le nom d'un clown, le clown POTUS. Alors, un personnage fantasque comme Donald Trump a utilisé à profusion la double logique du réseau Internet et du pouvoir de validation des médias sociaux qui s'y sont développés. Pour lui, pour Trump, ce qui apparaît à l'écran, et c'est le contraire de ce que j'avais écrit tantôt, bien sûr, il veut qu'on croie que c'est vrai du simple fait d'apparaître à l'écran. En tant que 45e président des États-Unis d'Amérique, Trump comprenait ou comprend toujours fort bien que ses propos recevraient une crédibilité instantanée du fait de sa position ainsi que du système de validation qui opère sur des plateformes telles que Facebook et Twitter ou Instagram. En même temps, il savait aussi qu'il n'y avait aucun
véritable filtre, aucun mécanisme de vérification des propos, du moins en amont. Là, on sait bien sûr qu'il y a un système de validation et de vérification qui a été fait par la suite, mais en amont, il n'y a aucun système, aucun mécanisme de vérification des propos tenus, du moins initialement. Trump, on le sait, a fini par être exclu des réseaux sociaux, mais il a longtemps eu droit de citer, sévissant de façon immodérée et multipliant les mensonges à une vitesse folle. Des journaux et des chaînes de nouvelles, donc The Washington Post notamment et CNN, ont compilé des listes de ces mensonges qui témoignent d'une politique assumée et systématique de désinformation. The Washington Post a estimé que durant les 4 années de sa présidence, Donald Trump aurait fait 30 573 assertions fausses ou trompeuses, ce qui représente presque 21 mensonges par jour. C'est juste totalement ahurissant. Bon. On peut choisir d'en rire, ce que je viens de faire, de considérer Trump comme un personnage de télé-réalité sans autre crédibilité que celle d'une vedette du petit écran, mais il agissait tout de même en tant que président des États-Unis, ce qui vient avec une immense crédibilité, qu'on soit cynique ou non quand même. Tout au long de sa présidence et même après, Trump a continué de mentir comme on respire. Étrangement, même s'il se multiplie, ces mensonges ne constitue aucune trame crédible. Si on le compare au mythomane, le mythomane, pour survivre dans son tissu de mensonges et de fabulations, doit s'assurer de la cohérence à court terme ou à moyen terme de ses propos, au risque, évidemment, de se faire démasquer. Donald Trump se moque totalement de se faire démasquer. À aucun moment se sent-il concerné par ses propres contradictions. Que ce soit le nombre de personnes présentes à son inauguration, ça a commencé d'ailleurs ce jour-là, comme à titre de président, bien sûr, ses accomplissements, ses assertions face à la COVID-19 ou encore plus récemment le caractère frauduleux de l'élection de 2020, ce qu'on appelle maintenant « the big lie », les faits ne font pas le poids dans ces fanfaronnades. On a proposé rapidement, pour rendre compte de cet écart, la notion de faits alternatifs ou de « alternate facts ». Il y a donc les faits et il y a ce que Trump, ou l'un de ses sbires en font. La vérité n'est plus qu'un encombrant souvenir dans une rhétorique paroxystique. Puisque ces faits alternatifs sont avancés par le président des États-Unis et non par un kidam dans un bar à 2 heures du matin, puisqu'ils sont énoncés par une figure politique et publique, une figure d'autorité, ils ouvrent la voie à ce qu'on appelle communément une uchronie, une histoire alternative. Comme le signale, il y a très longtemps maintenant, on parle de 1986, Emmanuel Carrère, qui s'est beaucoup aussi intéressé à l'Uchronie, la tentation uchronique consiste, et là je cite, annuler ce qui a été, le remplacer par ce qui aurait dû être, ce qui aurait pu l'être, et à poursuivre dans cette visée réformatrice. Évidemment, pensez à The Big Lie, qui en ce moment est toujours court. On annule ce qui a été, l'élection n'a pas eu lieu, on la remplace parce qu'il aurait dû être. Je suis moi, le 46e président, le 45e pour un deuxième mandat président des États-Unis. Et puis voilà, maintenant, vivez avec cette réalité. Quand cette volonté est celle du président des États-Unis, on mesure aisément, évidemment, sa dangerosité. Par ses déclarations, ses coups de gueule, il crée une réalité qui est parallèle aux événements survenus. L'Uchronie ainsi ouverte apparaît cependant comme une pure dystopie, une version essentiellement négative où les fascistes et les nazis ont droit de citer, où les suprémacistes blancs et les membres du clan peuvent défiler sans crainte de se faire arrêter. On l'a vu pendant son mandat. Donc, on le voit. Et ce qui m'intéresse, c'est moins Trump en tant que tel que les effets pragmatiques de son tissu de mensonges. Ce n'est même pas un tissu, de cette accumulation immodérée de mensonges. 2 versions de l'histoire ont cours en même temps. La version présidentielle et l'autre, qui se voit de facto déchue de toute crédibilité. Les faits sont devenus des fake news, rapportés par des fake news médias, qui n'ont de faux, bien sûr, que leur vérité. Mais comme cette vérité déplaît, Trump entreprend de la dissimuler en brouillant les pistes et les frontières. Le faux est présenté comme du vrai et le vrai devient du faux. L'élection de 2020 a été frauduleuse, Trump l'a gagnée haut la main et le démocrate Joe Biden sera bientôt déchu. Et on a compris la semaine dernière, très étonnamment, que même JFK allait renaître de ses cendres pour venir l'aider à être réinstitué. Si vous avez suivi le défilé à Dallas, c'était quand même assez extraordinaire. Au Texas. Le plus étonnant dans tout ça, pour moi, c'est la volonté de nombreux politiciens du Parti républicain de suivre cette ligne de pensée,
d'entretenir le mensonge et de multiplier les conquêtes sur les machines à voter, par exemple, même si depuis les premières vérifications, aucune infraction n'a été révélée ou signalée. À force d'être répété, par contre, un mensonge finit par être une vérité, et c'est ainsi qu'une uchronie prend racine et se déploie. Au-delà de la dimension politique de la situation, on est en droit de se demander, compte tenu de l'utilisation abusive des médias sociaux pour répandre ces mensonges et balivernes, que peut-on dire des formes de vérité, voire de notre expérience de la vérité sur Internet? Peut-on croire ce qui est dit quand un personnage aussi important qu'un président des États-Unis peut y mentir de façon éhontée? Et non seulement mentir, mais dans des exemples extrêmement complexes de 9 langues, prendre ces mensonges pour des vérités, les articles qu'ils contredisent pour des fake news et les journaux et les chaînes de télévision qui vérifient le bien fondé de ces assertions pour des ennemis du peuple et de la démocratie. La meilleure façon de produire une désinformation efficace, ont bien saisi les idéologues, c'est d'inonder les médias littéralement de merde, de bruit et de fureur, de calomnie, d'énormité. Comme le dit Bannon, to flood the zone with shit. Donc, ce qui m'intéresse, c'est tout le rapport, évidemment, dans ce sens-là, à la feintise, au suspens de l'engagement, à notre rapport, en fait, à la vérité tel qu'il peut se déployer à partir du moment où nous fréquentons un réseau quelconque ou un média quelconque sur Internet. Sur un plan pragmatique, les effets immédiats d'un tel déluge sont une forme de scepticisme ou de suspens de l'engagement. On ne croit plus à rien, puisque même les mensonges apparaissent comme des vérités et vice-versa. Et on assiste à un important morcellement du sensible. Cette dernière expression, bien sûr, recouvre l'important fractionnement des identités des communautés qui déstabilise le sens commun, exige de reconstituer des liens tant symboliques que sociaux. L'idée d'un morcellement du sensible renvoie, bien sûr, à l'essai de Jacques Rancière, le partage du sensible. Dans sa reformulation, cette expression reprend la question du partage, mais sur un mode sceptique, celui d'une interrogation sur les entreprises contemporaines, souvent malaisées, d'établissement d'un sens commun, surtout face aux entreprises cyniques de déstabilisation de ce lien et de ce sens. C'est la façon même par laquelle le lisible et le dissible sont configurés qui est en jeu. Le morcellement et la division étant, bien entendu, la meilleure façon de gouverner, on le sait. Dans la culture de l'écran où dominent les flux, la vérité n'est rien d'autre qu'un label, fait d'abord et avant tout pour attirer l'attention et faire écran. La vérité ne se rapporte plus à une adéquation entre une assertion et un fait ou un état du monde, mais à un système de renvoi entre des assertions, dénué bien souvent de tout fondement. La vérité, c'est ce qu'on tente d'imposer aux autres. C'est une arme dont on a l'usage exclusif et dont on abuse pour ses intérêts personnels. La vérité n'est pas différente de la fiction. Elle est en fait un nouveau nom de la fiction. C'est une fiction qui ne dit pas son nom. Alors, troisième et dernier exemple, les nouvelles de la colonie. Il faut dire que l'écran en tant que dispositif favorise les phénomènes de dilution du cadre ainsi que de l'atténuation des différences qu'en est la conséquence. Dans un contexte littéraire, en culture du livre, par exemple, la démarcation entre ce qui est vrai et fin est clairement établie. Le livre, comme dispositif, permet de distinguer ce qui est intérieur et extérieur à lui. On ferme la couverture. De plus, des conventions littéraires ont surdéterminé les frontières de ce jeu. On le sait depuis les contes, le performatif, il était une fois, sert de marqueur initiant le jeu. La même chose ne peut être dite en culture de l'écran. La frontière entre l'intérieur et l'extérieur, entre le vrai et le fin, n'est pas franche. Pour le dire simplement, on ne ferme pas un écran comme on ferme un livre. Le cadre est beaucoup plus poreux et les entreprises de brouillage de cette frontière sont nombreuses. Nous sommes dans une logique du soupçon. En culture de l'écran, la feintise n'est plus une convention partagée. En culture de l'écran, la feintise n'est plus une convention partagée, mais une modalité fondamentale de notre être au monde. Nous faisons semblant de croire à la vérité de ce que les écrans diffusent, sachant qu'à défaut d'être authentiques, ces récits ont l'avantage d'être partagés. Ils sont vrais, comme des romans peuvent être dits vrais, c'est the truest book I've ever written, peuvent être dits vrais, c'est-à-dire que leur vérité est au second degré, elle est symbolique plutôt qu'effective. Elle réunit plutôt que de référer. Pour Jacinto Lagérard, une telle argumentation repose sur le fait, je le cite, que le symbolique a pris le pas sur le réel. Non que le réel soit inexistant, il est simplement absorbé et résorbé dans le symbolique. Le double bind est radical,
le symbolique dépasse le réel et le réel n'existe qu'en sa propre virtualité. Cela participe, pour l'ingérant, d'un processus de déréalisation du monde, c'est d'ailleurs le titre de son essai, et par conséquent, de morcellement du sensible. Bien entendu, il ne s'agit pas de dire que tout est fiction. Bon, quoique, on pourrait avoir des doutes là, mais bon. Il ne s'agit pas de dire que tout est fiction, mais plutôt que la fiction s'inscrit en culture de l'écran au cœur de notre rapport au monde. Et elle apparaît comme un soupçon, le soupçon d'une vérité toujours déjà prêtée, toujours déjà médiatisée. La fiction n'est plus un jeu de langage, mais une hypothèse, voire une règle d'interprétation déterminant une mise en relation et, ultimement, une vision du monde. Ça déplace vraiment la définition. Comme le montre l'exemple de Donald Trump, si on ne fait pas l'hypothèse que ces vérités sont des fictions, on court le risque de se perdre dans une uchronie sans fin. Mais c'est bien ce qu'il veut, évidemment. Alors, un projet, c'est mon dernier exemple, un projet tel que Nouvelles de la colonie, saison 1, qui hante les murs de la plateforme Facebook, en est un bel exemple. Œuvre collective animée par des avatars aux noms atypiques, Anna-Maria Vechkreuz, Ivan Arselov, Olga Limitrova, et ainsi de suite. Nouvelles de la colonie joue avec les limites de la fiction, procédant à un détournement du réseau social à des fins révolutionnaires, entre guillemets. Est-ce une série, une séquence, un dialogue, une œuvre ouverte, une performance? En fait, c'est tout cela à la fois. Mais cette fiction se présente sur une plateforme qui n'est pas censée permettre des fictions, des pseudos, des fabrications identitaires. La première saison, parce que maintenant, on comprend qu'il y a une saison, mais avant qu'elle soit terminée, c'est un projet qu'on attrapait un peu en cours, qu'on était en lien avec certaines des personnes qui se cachent derrière les pseudos utilisés. La première saison étant maintenant terminée, les entrées sur le mur de Facebook ont été remises en ordre chronologique et elles sont toutes datées du 17 mars 2020. Elles ont été écrites, par contre, entre le 15 novembre 2017 et le 18 juillet 2018. La toute première entrée du projet complété apparaît comme un avant-propos maintenant. Un texte introductif expliquant, à mots voilés, la réalité de la colonie. Et je vous cite le texte. La colonie est notre plateforme. Nous sommes ses fonctionnaires. En bas de l'échelle œuvrent les travailleurs comme Al. En haut de l'échelle règne le guide suprême, militant anticapitaliste autoproclamé et premier pilier du système auquel il doit sa carrière. Entre les étages, l'agent secret Kopok tente de creuser ses couloirs d'évasion. Au-dessus de tous, l'oreille, ultime instance de surveillance de la plateforme, veille sur les faits et gestes. C'est dans cette structure toute verticale qui se moule à la forme, bien sûr, du mur de Facebook, où s'entassent les entrées, que les divers personnages de la colonie prennent la parole et se répondent les uns les autres. Il y a Anna-Maria Vechkreuz, porteuse du grand doute, nous dit-elle, Boris Groudidine, le guide suprême, les apprentis usagers Ivan Arselov et Olga Limitrova, le technicien d'entretien Lazar Nop, l'agent secret Kopok, le chef de propagande Pavel Karandash et un certain B40, qui parle tout le temps de B50. On se croirait, avec tous ces noms-là, on se croirait dans un roman post-exotique d'Antoine Volodine, où pullulent bien sûr les hétéronymes et les personnages aux identités vacillantes. L'espace partagé par ces voix est, on dit, les Nouvelles de la colonie, une tour. Cette tour est un institut, une école, une université, un ministère, un guichet unique, une espèce de contagion qui, loin de pathologiser la plateforme où elle a lieu, vient la performer. Comment? En racontant au jour le jour, sous forme d'écho, une lutte acharnée, désespérée, des usagers pour l'émancipation au sein du système qui leur donne existence et les tient par là même prisonniers. La colonie donc, performe la plateforme, mais elle la perfore aussi, la traversant de bord en bord. Le sous-titre du projet nous apprend que c'est Nouvelles de la colonie, je cite le sous-titre, Nouvelles de la colonie est un récit polyphonique écrit et édité sur le réseau social Industrie, donc nouveau nom de Facebook, avant Meta, mettons comme ça. Une fiction, donc, mais on a le droit en fait à une fiction sans bordure, surtout quand on prenait les Nouvelles de la colonie comme elles s'écrivaient. Il n'y avait aucun moyen de savoir où commençait, où se terminait ce projet. Une fiction sans bordure, sans narration, présentée sans grand apparat, si on oublie les illustrations qui ornent certaines des entrées,
Et on voit très bien, là, je vous donne un exemple, des illustrations où domine le rouge et le noir, ce qui rappelle les affiches de propagande communiste et l'esthétique du réalisme socialiste soviétique. Le récit a été écrit et pensé pour le réseau social, de façon à y créer un espace de fiction qui en détourne les principes mêmes. Les personnages ne sont pas des amis, mais des collégionnaires enfermés dans la même colonie pénitentiaire. Évidemment, on pense tout de suite à Kafka. Ils n'existent pas à l'extérieur des murs, voire à l'extérieur du mur du réseau social. Leur quête est celle de personnages d'une fiction dystopique à la 1984 de George Orwell ou aux États-Unis d'Amérique de Donald Trump. Ils sont l'objet d'une surveillance constante. L'œil de Big Brother a été transformé en oreille, l'oreille suprême, mais son action est tout aussi intrusive. Alors, que lisons-nous quand nous accédons, ce sont mes dernières pages, que lisons-nous quand nous accédons au mur de la colonie? Nous entrons dans une fiction qui se déploie in media res. En fait, le in media res ne caractérise plus une stratégie narrative singulière, mais la situation type de l'expérience contemporaine, une condition sémiotique. Nous sommes toujours déjà au milieu des choses, captant des fragments d'une transmission toujours déjà en cours. Et l'expérience de Facebook ne déroge pas à cette situation, puisque le réseau social nous offre un flux continu d'informations dont les statuts et origines ne sont guère mis en évidence. Nouvelle de la colonie est une fiction qui se moule à son média, qui fait corps avec lui et en épouse des formes et qui se donne à lire et à expérimenter de la même façon que nous inspectons les murs de nos amis et de nos connaissances, oscillant dans notre posture entre l'indiscrétion et le voyeurisme. Mais c'est le même suspens de l'engagement qui a cours. Des êtres donnent à lire leurs pensées et leurs intentions, mais leur identité n'est que de passage, c'est une identité flux, une identité écran nécessairement transitoire. Et ce qu'ils disent est nécessairement impossible à vérifier. D'emblée, les rapports de vérité ne s'appliquent plus de façon stable ni prévisible. Le texte qui se déroule sous la forme d'un mur qui monte peu à peu jusqu'au sommet de la tour compose un récit dissimulé derrière un écran que les entrées des hétéronymes rendent partiellement apparents. Alexandra Semer, instigatrice du projet, parle d'ailleurs d'Anna Maria Veskreuz, présente sur Facebook depuis 2015, comme d'un profil de fiction, entre guillemets, donc c'est une notion, un profil Facebook, donc un profil de fiction. Il s'agit pour elle, et je la cite, d'une forme littéraire à part entière qui existe depuis le début d'Internet, mais s'est popularisée sur les plateformes. Un profil de fiction relève plus de l'hétéronyme que du pseudonyme, par exemple. Et elle cite par la suite, évidemment, le projet de Jean-Pierre Bade, qui lui-même multiplie bien sûr les hétéronymes. Le profil de l'usager, ajoute sa mère, est un concentré de données organisé de façon bureaucratique pour servir les intérêts de la plateforme. Dans le cadre des nouvelles de la colonie, les profils de fiction jouent le même rôle, c'est-à-dire qu'ils servent les intérêts d'une plateforme hégémonique qui contrôle leur vie d'être d'écran, comme on parlait auparavant d'être de papier, pour parler des personnages. La colonie est en fait un microcosme de notre monde, un microcosme de notre existence en culture numérique, où les écrans sont des moteurs de la fabrique de notre quotidien. Plus largement, et je terminerai sur ces mots, plus largement, Nouvelle de la colonie est une allégorie de cette société de surveillance dans laquelle nous sommes maintenant engagés. Une société où nous nous surveillons nous-mêmes, où les murs nous parlent, car nous les animons comme des marionnettes dans les mains des ventriloques. Si le circuit de la colonie est fermé, il se donne à voir, depuis la surface plane de notre écran qui en diffuse les temps forts sur une saison complète. Alors voilà, c'était mon troisième exemple. Donc, vous voyez trois formes différentes de tromperie, de supercherie ou encore de corruption, des liens entre vérité et fiction sur le réseau Internet. Voilà.